Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Utopiales pour l'édition 2018 en compagnie de Ben H. Winters et de Gwenaël Gafric qui va nous faire plaisir de le traduire. Donc Underground Airlines, je sais pas trop si je prononce correctement, je suis très mauvaise en anglais. Vient de paraître donc aux éditions ActuSF. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment est né ce roman? So Underground Lines just been published in French, just been released. So could you say a few words about its genesis and the project of this book? So Underground Airlines is a novel that is set in an alternate version of America where the Civil War was never fought, and there is still slavery practiced today in 2016 when the book came out. And the novel really had its genesis in my, like many Americans, being sort of profoundly interested in, upset by, and then sort of obsessed with police violence in black communities. Oui, alors l'histoire se déroule dans une société alternative, une uchronie dans l'époque contemporaine, en 2016 pour ce qui est du roman. Et ce qui est à la genèse un petit peu de ce travail, c'est la question des violences policières envers la communauté noire aux États-Unis. Yeah, so the book, although it is obviously meant to be entertaining and exciting and a thriller, is also, it should raise questions about contemporary life in America and all of the ways that the legacy of slavery is still with us today. Alors même si le roman, qui est un thriller, a pour ambition première le fait de prendre du plaisir à la lecture, ça soulève un certain nombre de questions contemporaines, la question de l'obsession et de cet héritage de l'esclavage qui persiste encore aujourd'hui aux États-Unis. Et finalement, l'intrigue, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Qu'est-ce qui va se passer? Comment... Could you tell a few words about the plot of the story? Yeah. So basically, the hero, the hero of the book is a man who was a slave, who escaped, and who though was recaptured by the government, and is now himself working as a slave catcher. So he's an undercover agent, and so the book, it has the shape of a sort of manhunter story. He is looking for one escaped slave. And in the course of that journey, he begins to question who he is and begins a journey toward his own freedom. Dans cette uchronie qui imagine que l'esclavage existe encore aujourd'hui aux États-Unis, l'histoire tourne autour d'un personnage qui a été capturé et embauché par le gouvernement, ancien esclave, pour chasser à son tour des esclaves en fuite. Et donc ce héros, Victor, c'est un personnage quand même qui est torturé, un ancien esclave qui est obligé de chasser ses semblables. Est-ce que c'était difficile de s'incarner, en fait, d'imaginer un homme en train de chasser d'autres hommes pour quelqu'un qui ne chasse pas ses semblables? So actually Victor, the protagonist, used to be a slave himself, and then his goal, his mission is to hunt people of his kind. Yeah. So how was it hard to imagine the way he's dealing with his own past and Yeah. I mean, it's hard. It's always hard to create a character whose life experience is so different than my own. But the challenge is what makes it good. C'est effectivement toujours difficile d'imaginer un personnage dont le passé, l'histoire est très différente de la mienne. Mais en même temps, c'est ce qui fait aussi le défi et ce qui était intéressant à réaliser. And this character, in particular, when we meet him, he is trying very hard not to think about what he is doing, to block out his conscience, his sense of right and wrong. And the journey of the book is his journey toward a kind of moral redemption. And I wanted
my goal was that at the beginning of the book, right when we meet him, we understand that there's goodness inside of him, that he is not a bad person, he is just doing a bad thing. Alors, ce qui est effectivement intéressant dans le livre, c'est que le personnage lui-même essaye au maximum de ne pas s'interroger sur ce qu'il est en train de faire, de s'enfermer lui-même, de ne pas se poser la question de savoir si ce qu'il fait est juste ou injuste, est bon ou mauvais. Mais ce que j'avais envie de faire aussi, c'est qu'au moment même, dès la rencontre avec ce personnage, on puisse déjà comprendre qu'il y a du bon en lui et qu'il essaye de se censurer ou en tout cas de se bloquer pour arriver à mener à bien sa mission. Oui, parce que les sentiments refont surface, donc il est obligé de tout verrouiller pour avancer. Because his feelings are like floating or That's right. He has, and he's kind of looking. his heart is full of awful experience, brutal experience, but he has pushed it all down. In the course of the book, it is coming up, and he is because of the things that he encounters while he is looking for this kid. He can no longer hide from his past, and he can no longer hide from himself. Parce qu'effectivement, toute sa vie et son expérience et ses souvenirs sont remplis d'expériences brutales, horribles, terribles, qu'il essaye de repousser, de rejeter. Et en même temps, avec son aventure, il est à la recherche de cet enfant, il n'arrive plus forcément à cacher. Et toutes ces choses-là vont commencer à sortir. Il ne peut plus se cacher, ou en tout cas laisser son passé se dissimuler, et lui-même se dissimuler. D'accord. Donc finalement, Underground Airlines, ça nous plonge dans l'histoire américaine de la guerre civile, enfin une guerre civile revisitée. Est-ce que vous avez dû faire beaucoup de recherches pour le cadre, le contexte? Beaucoup de recherches. Garcia, I read a lot in writing this book. And I read a lot of history about the Civil War and about the period immediately after the Civil War. But also I read a lot about Reconstruction, which is the period of American history from the 1870s through 1900 when slavery, although slavery was gone, there were many new forms of racial segregation and racism that began then. I can go on. But Oui, donc j'ai lu beaucoup sur l'histoire de la guerre de sécession, mais aussi sur la période qui a succédé à la guerre de sécession. Effectivement, l'esclavage a été aboli, mais il y avait tout un tas d'autres sortes de ségrégations raciales qui ont succédé à cet héritage de l'esclavage. Yes, and also I read a lot about contemporary American life and books, novels, and also memoirs, and also history about police violence and about mass incarceration and about the history of the drug war, just many issues that are connected to the history of racism in America and to slavery. Yeah, even though many Americans, I think, don't realize how much the legacy of slavery is still with us today. Donc j'ai lu beaucoup de choses aussi sur la société américaine contemporaine, que ce soit des livres d'histoire, des romans, des autobiographies, des mémoires, sur la question non seulement de la guerre de sécession, mais aussi sur les trafics de drogue, sur tout un tas de choses qui, encore aujourd'hui, influencent aussi la manière dont la question du racisme est vécue aux États-Unis. Et je crois que les Américains ne se réalisent pas toujours l'importance et la persistance de cet héritage avec nous. Yeah, so many of the, I mean, slavery was abolished in 1863, but so many of the institutions and the attitudes and the ways of looking at dark-skinned people, all those, they don't just disappear, you know, and in fact there are many ways in which that legacy is still so present today. And I think that it is I think many or most black people would be able to tell you that, but many or most white people either don't
want to recognize that or don't think about it. And so that's what I think is a problem. Alors effectivement, même si l'esclavage a été aboli en 1863, il reste encore, que ce soit dans les institutions, dans les attitudes, dans le regard qu'on peut porter sur les personnes sur les individus qui ont la peau noire, des résidus de cette période-là. Tout ça n'a pas disparu. Et alors évidemment, vous posez la question, les Noirs américains aujourd'hui peuvent témoigner de ces résidus de l'époque de l'esclavage. Et beaucoup de personnes blanches se voilent la face, soit n'ont pas envie d'affronter cette question-là, soit n'ont pas envie de reconnaître cet aspect-là, et je crois que c'est un problème aujourd'hui. Et il reste encore un clivage nord-sud où ça s'est complètement noyé So is there still now a division between North and South about this question? No, well, it's complicated. There are definitely, especially recently, there is this in certain parts of the South. There is this stupid nostalgia for that era, for the slavery period, the Confederate flags. But you also get it in the North. There will now even be people in northern cities who celebrate stupid. They celebrate the heroism of the Confederate generals, Robert E. Lee, and these people were not heroes. They were making war against our country. So it's this terrible thing of this nostalgia for something that does not deserve our nostalgia. It deserves condemnation. Alors effectivement, pas vraiment aujourd'hui, mais il y a dans certaines villes du Sud, dans certaines régions du Sud, une nostalgie un peu terrible pour les confédérés, où on va sortir des drapeaux confédérés. Mais on trouve aussi des personnes qui vont avoir cette même nostalgie pour l'époque de l'esclavage dans des villes du Nord, célébrant les généraux confédérés comme des héros, alors qu'ils sont tous sauf des héros. Ils ont lutté, ils ont créé une guerre contre leur propre pays, et plutôt que de les célébrer en héros, on ferait mieux de condamner ces personnages historiques. I mean, in France, I presume there aren't people who celebrate the great tradition of the Vichy government, right? I mean, But there are actually. Are there? Some, yeah. On a aussi Jeanne d'Arc, nous, qui peut être... So the figure of Jeanne d'Arc. I don't know if you No, heard what's about that? Yeah. But, I mean, it was a virgin during the Middle Age Uh-huh. who fought against the English army and so on. And she has been the kind of symbol of nationalism, French nationalism. France wasn't France actually the same as today, but some people are quite using this kind of symbolic nationalist figure. A nationalist in the sense that of I mean, fight against strangers and foreigners. The xenophobia, sort of America First bullshit. Yeah. Voilà, c'est un peu la même chose qu'effectivement ce qu'on peut avoir avec America First aujourd'hui comme slogan. Et donc la question qui était posée par Ben Winter, c'est de savoir si en France certaines personnes célébraient encore le gouvernement de Vichy. I mean, it's a virus. It's a virus, and it's all over the world right now. It's just like a resurgent hatred of people who are different, and a fear of people who are different, and desire to either bar them from coming, to stop people from coming, or to subjugate them. And it's just that in America, often that kind of nationalist sentiment connects itself to Confederate flags in this time of slavery. En fait, c'est un virus qui contamine le monde entier, qui se propage l'idée de la haine, de la peur de celui qui est différent, de mettre des frontières pour empêcher ceux qui sont différents de venir. Aux États-Unis, ça se manifeste notamment avec la réutilisation des drapeaux confédérés. Et donc Underground Airlines, c'est un roman que vous avez écrit donc récemment, qui est très différent de celui que vous aviez écrit avant, de la série policière que vous avez écrit avant, Dernier meurtre avant la fin du monde, The Last Policeman. Et dans cette série, vous abordez la question de l'esclavage tout en étant un auteur... vous abordez la question de l'esclavage tout en étant un auteur blanc. Comment est-ce que vous le percevez en fait parce que vous changez... Yeah, this particular novel was quite different from your series about the Last Policeman, crime series. And as a white writer, actually, you're dealing with slavery history. Yeah. How do you deal with it?
the same way, whenever you are creating a character, whenever you're there are certain difficult parts in imagining someone whose life is different than your life. But I think that to create a character who is black and to deal with slavery in particular and racism in particular, there was just a need, and what we talked about before in terms of research, of making sure that I did my homework and that I read a lot of slave narratives and memoirs by African American writers about growing up under the cloud of racism, and because unfortunately there is in my country there's a tradition of novels and music and plays and movies, representation of black people, the black experience, that is gross, that is ugly and stereotypical. And it was very important to me to not do that with this book. À partir du moment où on crée un personnage qui n'est pas nous, qui donc a une identité différente, en l'occurrence ici un personnage noir, on fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu sur des récits d'auteurs afro-américains, sur comment est-ce que c'était de grandir, de vivre pendant soit la période de l'esclavage, soit la période de racisme. Et aujourd'hui encore, et dans toute l'histoire des États-Unis, avec un certain nombre de nouvelles, de romans, de pièces de théâtre, de musique, qui ont représenté l'expérience des individus noirs. Pour beaucoup, ce sont des stéréotypes, ce sont des lieux communs, et j'avais absolument pas envie de faire ça. There are authors who will say, I can write whatever I want. I'm white, I can write black characters, I'm straight, I can write gay characters, I'm a man, I can write women, and that's true. I agree that authors should have the freedom, and in fact should be encouraged, to write all kinds of characters. But, at the same time, with that right, there is a responsibility, which is not to be an asshole. Alors effectivement, certains auteurs vont vous dire qu'on est tout à fait libre d'écrire sur un personnage noir en étant blanc, d'écrire sur un personnage homosexuel en étant hétérosexuel, sur une femme en étant un homme. Et effectivement, je suis plutôt d'accord, et je crois même qu'il faut encourager cette démarche-là. On doit pouvoir effectuer ça, mais en même temps, la difficulté, c'est qu'on a une responsabilité, celle de ne pas être un connard. Surtout qu'a priori, quand vous avez écrit ces romans, finalement, vous avez eu plus de visibilité parce que vous étiez un auteur blanc que d'autres... si vous aviez été noir, vous auriez peut-être eu moins de visibilité. Is there something about the visibility of being a white writer to get an audience, a more broad audience? Yeah, it's actually, so it's a good, an important question. And when this book came out, when it was published in America, I was anticipating people questioning the last question we had, whether I as a white writer could accurately and honestly write a black character. But in fact, the objections that I got, or that we got when the book came out, were more about why was I, as a white writer writing this book, getting attention from the media and being in the newspaper or whatever, when there are so many black authors who struggle to get attention. And that is actually a really important and interesting question for people to be asking. And so I tried then, when that question came up, not rather than being defensive and saying, well, I worked really hard, blah, 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 like, to be like, well, yeah, that's actually really a good point. And first of all, here are a bunch of black authors that you should read instead of my book, Walter Mosley and Attica Locke. I could give a list of great black authors who've written mystery and science fiction. That's great. But also, why are there so many white people in the publishing business? Why are there so many white people in journalism? Why is it so much easier for white authors to get attention that black authors don't? C'est vrai qu'au moment où j'ai écrit mon roman, j'anticipais un peu des objections qui pourraient être portées contre mon projet, celui d'être un homme blanc et d'écrire sur
un personnage noir. Et les véritables objections, les véritables critiques qui ont été portées, c'était plutôt justement sur cette question de la visibilité. On me reprochait peut-être de vouloir me mettre en avant dans les journaux, d'être interrogé, d'être lu. Et c'était vraiment une question intéressante qui était soulevée ici, la visibilité d'un auteur blanc, alors que d'autres auteurs noirs méritaient aussi d'être lus. Plutôt que d'être sur la défensive, de dire oui, mais attendez, j'ai travaillé quand même assez intensément à l'écriture de ce roman, j'ai essayé au contraire de mentionner, de conseiller des auteurs noirs, plutôt que de mon roman, et de porter cette interrogation sur l'idée qu'un certain nombre de personnes blanches sont dans le domaine de l'édition, sont dans le domaine des médias, pour interroger en fait cette absence de visibilité des Noirs dans le domaine de la littérature et des médias. Alors que finalement, enfin je sais pas, c'est un avis peut-être un peu personnel, mais finalement les Noirs on en voit quand même pas mal dans le cinéma, peut-être plus que dans la littérature. Maybe it's kind of that's a personal argument. That maybe there are more black people actually in the cinema industry more than literature. No, there are a lot of wonderful African American authors, and many of whom, I mean, every author struggles to get attention, but it's probably accurate to say that there is an inbuilt bias toward white authors because so many people in the publishing business are white. So when those manuscripts come in, the experience and the style is more familiar to them, you know? Although, and in cinema, there's definitely been a huge struggle too with making sure that there are enough black screenwriters and directors and, you know, producers, and it's a big issue there also. It's a big issue in every aspect of American life, unfortunately. Effectivement, je pense pas traduire la dernière phrase, c'est un aspect important dans toute la vie américaine d'aujourd'hui. Je suis pas tout à fait d'accord sur la question de la meilleure représentativité des Noirs dans le cinéma. C'est vrai que dans la littérature, la question, on vient d'en parler, les éditeurs, le monde de l'édition est principalement blanc. Et c'est vrai quand ils reçoivent des manuscrits, en termes d'expérience proposée, en termes de style d'écriture, c'est quelque chose à laquelle ils sont plus familiers, d'où aussi cette discrimination-là. C'est vrai que dans le cinéma, il y a cette question d'essayer de donner un maximum, il y a des luttes qui sont en cours pour donner plus de place à des producteurs noirs, à des réalisateurs noirs, des acteurs noirs. Et donc c'est un aspect important en fait dans toutes les sphères de la vie américaine aujourd'hui. Ce qui fait que ce soit en fait dans Underground Airlines ou dans The Last Policeman, enfin Dernier meurtre avant la fin du monde, il y a une grande résonance sociale actuelle. Et est-ce que pour vous, dès le départ, c'était vraiment très important ce côté militant dans vos romans? Enfin, c'était impossible de ne pas en parler. Because both novels, a series of novels, are dealing with social issues. Was it very important to you to be kind of militant writer or to have political commitments? No, it's totally no. Last Policeman, it was sort of an accident that book ended up being about stuff. It was just honestly, it was just like, this will be really cool. Like, I wanted to write a detective book, and it was like, what's a detective book that we've never seen before? And I was like, oh, what if the world is going to end? That'll be cool. But then, as I was writing it, this is me writing it. As I was writing it, I was like, oh wait, well this is actually about, the fact that we all live with the presence of death, and we all have to organize society, and what are the things that we care about, what are the things we make commitments to, and so it became more philosophical and intellectual as I went. But Underground Airlines is different. Underground Airlines, I knew from the beginning, well, this is about racism, this is about prejudice. Non, c'était pas du tout le cas pour le dernier crime avant la fin du monde. Dernier meurtre avant la fin du monde. Où c'était vraiment plus incidentiel. Je me suis dit que c'était vraiment un thème cool à traiter. Je voulais écrire un roman, un polar, et puis je me suis demandé ce qui pouvait être original dans l'écriture de ce roman. Puis bam, je suis tombé sur l'idée d'un roman sur l'apocalypse. Et puis au fur et à mesure de l'écriture, donc vous imaginez en train d'écrire, se sont posées un certain nombre de questions, d'être en présence de la mort, de ce qu'on va faire, à quoi on va dédier nos derniers engagements. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'écriture, c'est devenu plus philosophique, plus intellectuel. Tandis que pour Underground Airlines, c'était beaucoup. Je savais dès le début que je voulais traiter cette question du racisme. D'ailleurs, donc en fait, finalement, vous écrivez du polar,
la science-fiction, bon, de l'Uchronie plus particulièrement, est-ce que c'est plus simple en fait d'utiliser des genres littéraires comme cela pour parler de choses qui vous tiennent à cœur en fait? Est-ce que pour faire passer des messages, c'est plus simple d'utiliser des genres littéraires comme la science-fiction et le polar? Because you're writing speculative fiction and science fiction, crime novels, etc. Was it easier for you to use this kind of genres to deal with what you are concerning about? Yeah. I mean, genre fiction is... I love genre fiction, but it's only good, in my opinion, it's only really good if it's got something going on besides the genre. If there's more to it than just the genre. Whether it's crime or science fiction or whatever, I find I get bored very quickly if it's just, oh, what an interesting puzzle, kind of, or oh, you know, whatever science fiction conceit. That's neat. It's only really neat and cute for like 10 pages, and you're like, oh, I got another 400 pages. Like, there has to be at the center of it some kind of character who you care about, something and something that matters. Effectivement, je suis fan de la littérature de genre, et en même temps, ce qui est important pour moi, c'est la bonne littérature de genre, c'est la littérature de genre qui ne reste pas cloisonnée sur elle-même, que ce soit pour des polars ou des romans de science-fiction. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, tiens, c'est un puzzle intéressant, tiens, c'est un concept intéressant, ça va bien sur une dizaine de pages, mais si on veut en faire un roman, je crois qu'il faut qu'au centre de ce roman, il y ait un personnage auquel on s'attache, pour qui on a de la compassion, et vraiment quelque chose dont il est question, un sujet dont il est question. D'ailleurs, en parlant de personnages, vous avez eu des inspirations en particulier, des lectures d'autres auteurs ou même de l'art qui vous ont inspiré en fait pour écrire ce roman? Des faits d'actualité précis ou... Now, talking about the writing characters, did you get any inspiration from other books or other form of arts? Oh yeah, all of it. I think that the only way to be a writer is to just read all the time, and I think that sometimes when people are like, you know, how do you be a writer? It's like, don't write too much. I think people read more, yeah. Like, or people, you know, should I go to school to get a master's in writing? It's like, no. I mean, you can, but everything that I learned and everything that inspires me has come from authors. Like, I'll read. I love Patricia Highsmith. Do you know Patricia Highsmith? She wrote Strangers on a Train and Talented Mr. Ripley, and like, I could read her all day. Or John le Carré, the Tinker Tailor Soldier Spy. Like, I could read him all day. Richard Price, I mean, and so Walter Mosley, I'm trying to think of my favorite. Ruth Rendell, the detective novels. Like, just a good plot, or like, you know, you read something and like the sentences are so good, you're like, I want to write a sentence as good as that. And then you start to go, well, what makes it so good? What is she doing, or what is he doing that is so effective? And like, that's how you get excited to write, and that's how you learn to write. Oui, alors évidemment, je lis énormément. En tant qu'écrivain, on lit beaucoup. On demande d'ailleurs des fois à des jeunes écrivains d'écrire moins et de lire plus. Alors, certains vont faire des masters pour écriture littéraire. Alors, vous pouvez toujours, mais l'important, c'est de lire, de s'inspirer d'autres textes. Pour ce qui est de mon cas, je dévore par exemple Patricia Highsmith. Highsmith. Ah, yes. Christopher Priest aussi. What else? I said Richard Price. Richard Price, yeah. Richard Price wrote Clackers. Oh, it's so good. It's like the best crime novel, maybe ever. Voilà, donc il a écrit notamment donc Richard Price des polars. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur leur écriture. Qu'est-ce qui fait que finalement leur écriture me touche, provoque un effet, et c'est de ça que je m'inspire. Et maintenant, des projets en cours, des projets finis? And now, what about your current projects? So I have a new novel, nouveau roman, coming out in the States in January. That is called Golden State. That is about what happens when there's no more truth, and no one
can believe anything anymore, which we're close. We're getting there. So I have that book coming out in January, and then that's okay. Oh, it's okay. Donc là, je travaille effectivement sur un nouveau roman. Enfin, le roman va être publié en janvier aux États-Unis. Donc le titre est Golden State. Et ça va traiter de la question de qu'est-ce qui se passait si finalement le concept de vérité n'existe plus, si on ne pouvait plus croire en rien. Ce qui est pas loin d'arriver finalement. Donc voilà, c'est le concept du nouveau roman. Puis je suis en train de travailler sur un autre. Très bien. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. On vous souhaite un très très bon festival. Merci à toi Gwenaël aussi. So wish you a very great festival. Merci beaucoup.